Alors, quatrième partie, hyper important, les points d'attention et les écueils à éviter. Oui, il y en a quelques-uns. Donc effectivement, on en a répertorié quelques-uns et qui sont directement issus de nos expériences. De toute façon, on s'est assez retrouvés là-dessus. Alors, je te laisse peut-être en parler. Premier point d'attention, les intempéries. Mais oui, et intempéries, on a tendance à parler de la pluie. Il faut penser au vent. Je me suis retrouvée une fois à devoir faire une cérémonie en intérieur parce que dans un parc arboré, après une tempête, c'est dangereux. Donc il faut le prendre en compte. Mais également le soleil, la canicule, la chaleur, parce qu'une heure en plein soleil, c'est hard. Vraiment. Ça, c'est souvent oublié. Et le temps menaçant. Oui. Très important, le temps menaçant, parce que souvent on se projette pluie, canicule. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à un moment, il y a des choses qui ne se déplacent pas d'un claquement de doigts. Vos invités, ils bougent en 2 secondes, mais votre sonorisation, le pupitre, l'installation, c'est pas 2 secondes. Donc, quelque part, il faut, à partir du moment où le temps, il n'est pas un grand beau, il faut raisonner pluie et il faut, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, en tout cas, il faut protéger. C'est ça, il faut jouer la sécurité. En fait, projetez-vous le jour du mariage et imaginez-vous que le temps est menaçant et qu'au milieu de la cérémonie, globalement, vous êtes à 20 minutes, que ce soit un proche ou pas, et là, il se met à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a prévu, pas de souci. Si on n'a pas prévu, c'est le drame. Et c'est un drame, et pas seulement pour vos invités, mais imaginez que vous avez donc tout un matériel de sonorisation. Sous la pluie, ça fonctionne pas très bien. Donc, c'est un vrai problème. Donc, en fait, il faut essayer de voir quel est le moment le plus tard dans votre organisation où il faudra décider de ça pour en fait, savoir combien de temps ça prend. Et une fois que vous avez ce moment-là, vous déléguez à une personne qui va prendre cette décision. En disant, voilà, là, parce que vous aurez autre chose à faire, certainement, si c'est la veille, ça va encore, si c'est le jour J, vous serez dans vos préparatifs. Donc, il faut déléguer cet aspect-là pour transmettre au prestataire l'instruction de intérieur, extérieur, tel endroit, tel autre, etc. Je suis entièrement d'accord. Ça, c'est un très bon conseil sur la durée de votre mariage. Le jour J, vous prenez un interlocuteur du jour J. C'est pas vous êtes en dernier recours et vous profitez. Donc, je te rejoins entièrement. Et effectivement, il faut que vous ayez pensé dès le début quelle est la zone de repli en cas de pluie. C'est hyper important parce que ça ne s'improvise pas. Enfin, si, on s'adaptera, mais ce sera moins sympa. C'est ça. Alors, oui. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on parlait des invités, c'est d'oublier le temps d'attente. Tout à fait. Parce qu'il faut penser que sur une cérémonie, les gens arrivent plutôt en avance, généralement. Ça arrive qu'ils soient en retard aussi. C'est plus rare. Je dirais que ça dépend des mariages. Et donc, globalement, ça dépend de l'attitude des invités, enfin des mariés de base et des invités par voie de conséquence. Plus les mariés sont à la cool et plus leurs invités le seront aussi. Alors que s'ils ont stressé tout le monde au départ en disant c'est à l'heure et pas 1 minute de plus, vous allez avoir des gens qui arrivent à 1 heure en avance et tout n'est pas installé. Donc il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Où est-ce qu'on les fait attendre? Comment est-ce qu'on les fait attendre? En musique, par exemple. Prévoir un rafraîchissement, c'est possible aussi. Et surtout, savoir à quel moment on va aller les faire s'installer pour que vous n'ayez pas à vous occuper de tout ça. C'est pas vous nécessairement qui accueillez Moi, si je devais donner un conseil, souvent on dit que vous devez prendre en charge vos invités à partir du moment de l'horaire en fait qui est sur le carton. Et prévoyez carrément ce temps-là. Ça peut être 16 heures rafraîchissement. Donc là, vous prévoyez effectivement des boissons, pas le cocktail, des boissons. Et à 17h30, début de la cérémonie. Oui, je dis souvent de prévoir des trous dans l'organisation de la journée qui seront des trous à combler et vous aurez prévu de quoi faire, par exemple des jeux de plein air ou des choses comme ça, ou pas, parce que parfois certaines étapes peuvent avoir pris du retard. On parlait tout à l'heure d'une voiture qui tombe en panne pendant le trajet entre la mairie et la cérémonie. Et c'est intéressant d'avoir prévu un temps où on accueillait les personnes, puisque du coup on va pouvoir utiliser ce temps-là pour raccourcir les éléments. Et puis des jeux de plein air, on les utilisera pendant la soirée peut-être. C'est un grand classique, les jeux de plein air pour l'attente de la cérémonie, c'est assez bien vu. Ok, alors la technique, zapper la sonorisation ou l'arrivée électrique. Ce qui est un peu la même chose. Si on zappe l'arrivée électrique, on n'a pas de sonorisation. Ah non, parce que parfois, moi ça m'est arrivé qu'on me prévoit un super endroit au milieu d'un parc, mais sans arrivée électrique. Donc la sonorisation, elle y était, mais sans électricité. C'est dommage. Ou alors il faut l'avoir prévu en avance et disposer d'un matériel sur batterie, mais c'est pas si courant. Il faut vérifier avec le prestataire que ce soit possible. Exactement.
Et négliger la sonorisation, pourquoi c'est important? Eh bien, si on a de la musique qui est diffusée, la musique, elle ne sort pas dans le téléphone, hein, comme ça pour 100 personnes, ça ne fonctionne pas du tout. Le son n'est pas bon, ça manque de basse, ça manque d'aigu, c'est pas joli. Et puis pour ceux qui prennent la parole, alors si vous prenez quelqu'un de professionnel qui a l'habitude de parler et d'utiliser sa voix, moi je fais du théâtre, je peux parler devant 500 personnes si l'acoustique est bonne sans aucun micro, mais d'abord ça ne me permet pas la nuance que je peux avoir avec un micro, puisque je vais pouvoir aller dans le chuchotement, dans les moments plus doux et d'émotion, ou dans la surprise, aller dans quelque chose de plus enjoué, ou carrément dans la colère. Enfin, je vais pouvoir varier les émotions quand j'ai la sonorisation, ce que je ne peux pas faire avec une voix médium, puisque j'utilise, alors c'est technique, hein, j'utilise plus ma voix de gorge, j'utilise mon ventre, et du coup, le souffle est beaucoup plus important, l'intensité aussi, mais la variation de l'émotion est moins subtile. Et puis, je ne suis pas la seule à parler. C'est ça. Il y a tous vos proches qui, eux, n'ont pas cette technique-là de toute façon. Leur demander de parler devant toute une assistance sans micro, c'est quand même pas très sympa pour eux, parce que c'est dur et qu'on ne va pas les entendre, alors que c'est un point important. Si vous n'entendez pas ce qui se passe sur une cérémonie, vous allez décrocher, obligatoirement, et vous allez subir le temps qu'elle va durer. Et puis vous... Ne vous oubliez pas vos vœux, vous n'allez pas vous les chuchoter à l'oreille. Si vous avez invité des gens, c'est pour qu'ils entendent. Globalement, sans sonorisation, vous allez avoir les premiers invités qui vont entendre, mais ceux du fond n'entendront pas parce qu'on est à l'extérieur, il y a toujours un petit peu de bruit, et même si vous êtes loin d'une route, etc., ce qui est le cas dans beaucoup de lieux de réception, il y a toujours le vent dans les arbres, peu importe, globalement, les enfants. Les enfants, c'est très très fréquent, surtout les tout petits. Oui, parce que les bâillonnets, ça fait un peu désordre en début de mariage. Alors, je recommande en général soit effectivement de prévoir une solution pour eux, soit de dédramatiser et de prévenir les parents pour qu'ils prévoient de quoi les occuper. Un livre, un jeu. Je préfère largement, en tant que professionnel, un ado sur son portable, s'il n'y a pas de son, qu'un ado qui va être les bras croisés en... C'est tellement désagréable. Alors ça m'est pas arrivé, mais par principe, voilà, je préfère quelqu'un qui puisse s'occuper et profiter d'une autre façon, mais d'être ensemble. Donc, mais voilà, en tout cas, les petits, généralement, ils vadrouillent. Donc les babysitters à partir de la cérémonie. Ah, ça peut être utile. Après, voilà, j'ai des mariages sur lesquels les gens ont envie d'avoir leurs enfants et les enfants de leurs proches avec eux. Oui, sachez-le, le niveau sonore n'est pas le même. Et donc, il faut prévoir des perturbations. On est bien d'accord. Alors, autre point d'attention, mais du coup, c'est pareil, on en a un petit peu parlé au début, le placement des mariés, dos ou face aux invités. Donc, tu nous expliquais que effectivement, c'est de face. Enfin, 3 quarts face. Il faut qu'on les voit. Voilà. Ok. Oui, les mariés de dos, c'est une cérémonie dont on ne va pas profiter. Ça va se passer entre l'officiant et les mariés, et l'assistance, c'est mise à part. Alors, les discours, qui choisir pour faire un discours au cours de la cérémonie? Les relectures, les rédactions, trop de discours. Bref, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les discours, que ce soit dans le choix des personnes, mais moi j'aimerais aussi que tu nous parles du nombre de discours. Oui, tout à fait. Mais de plein d'autres choses aussi. Les discours, je dirais que c'est le point d'attention numéro 1 sur une cérémonie laïque. Parce que le cadre, c'est une chose, prévoir les intempéries, oui, c'est important, mais les discours, ça fait partie du nœud aussi. Alors, qui peut faire un discours? Il faut que ce soit quelqu'un qui puisse dire quelque chose de votre union, qui ait quelque chose à partager de l'évolution que vous avez vécue en tant que couple ou individuellement, puis ce que ça vous a fait de vous retrouver en couple avec cette autre personne. De toujours parler de l'autre aussi. On ne met pas qu'un seul des deux mariés à l'honneur, on parle des deux, de leur couple. D'essayer d'équilibrer au maximum, soit au sein d'un même discours, soit si vous savez d'avance que telle personne va plus parler de l'un, prévoyez en face quelqu'un qui va plus parler de l'autre pour pouvoir équilibrer et qu'on parle bien des deux. Ça, c'est pareil pour les animations au dîner. Vous ne pouvez pas avoir un des mariés qui ait une animation et l'autre qui en ait 4. Ça, vous pouvez, mais ça peut vexer. Ça peut vexer, et les proches aussi, beaucoup, pas seulement les mariés. Tout à fait. Des parents qui pourraient dire mais il n'y en a eu que pour l'autre, celui qui n'est pas son enfant. Il y a de l'émotion dans un mariage, donc il y a des susceptibilité aussi, il y a de l'affect. C'est ça, donc il faut savoir les ménager. Et puis même, c'est votre mariage à tous les deux, donc en mettre plus un en avant, c'est un peu dommage. C'est pas plus son mariage à lui ou à elle, c'est vous ensemble. Et en nombre et en
Alors en nombre, en dessous de 3, on n'a pas cet effet de contextualisation ni d'authenticité parce que, et notamment quand c'est un professionnel qui organise la cérémonie, ce qui va donner du crédit à sa parole et au récit, c'est pas seulement sa qualité oratoire, sa plume, etc. et sa façon de rentrer dans le discours. Personne ne l'a vu, personne ne le connaît et tout le monde se dit que peut-être quelqu'un d'autre le connaît mais ils n'en sont pas sûrs. Le fait que quelqu'un d'autre prenne la parole, à un moment donné c'est sûr ils ont vu l'un d'entre eux dans votre entourage. Ça va crédibiliser l'ensemble de la cérémonie. Et en dessous de 3, on n'a pas cet effet-là. Je suis entièrement d'accord. J'ai vu une cérémonie qui était magnifique, sans discours, avec uniquement un officiant. C'était très très bien écrit. Mais il va y avoir un côté impersonnel. Le discours apporte ce côté personnel tant qu'il est bien dosé. Exactement. Donc pas moins de 3. Au-delà de 5, si elle dure toutes 5 minutes, on a déjà 25 minutes, c'est trop. Ça arrive de déborder, mais alors ça veut dire qu'il faut toutes les réduire, et alors il faut doser le reste, c'est technique, ça devient compliqué, mais voilà, dites-vous, plus de 5, c'est compliqué. Si vous avez plus que 5 personnes à faire intervenir, faites des duos, des trios, le plus que j'ai fait, ils étaient 10 et ils ont chanté une chanson en chœur. Ça fonctionne très bien. Ils ont écrit une chanson tous ensemble à la gloire des mariés. Avec de l'humour et de l'émotion. Alors, petite remarque, quand il y a des chansons comme ça qui sont écrites par des tiers, alors ce qui peut être bien aussi, c'est de distribuer le texte à tout le monde. Et parce que souvent, vous allez avoir le réflexe de donner le texte aux mariés, mais pendant que vous chantez, on ne se rend pas compte, on ne comprend pas forcément les paroles. Donc, le distribuer à tous les invités, ça va donner le côté interactif et c'est ce qui va faire que tous les invités vont s'amuser et pas uniquement les mariés. Oui, par exemple. Donc ça, c'est possible. Voilà pour le nombre d'interventions. Après, sur le contenu de l'intervention, il y a plein de choses à ne pas faire. Des choses à faire, il y en a plein. Et c'est tellement vaste que c'est difficile de les lister. Globalement, il faut parler un petit peu de l'expérience que ces gens-là ont vis-à-vis des mariés, comment ils les ont connus, comment ils ont changé, ce que ça fait de les voir se marier, ce qu'ils ressentent en les voyant. Se marier, qu'est-ce qu'ils leur souhaitent, ça fait partie des ingrédients d'un discours réussi. Sur les choses à éviter, il y en a quelques-unes qui sont, alors ça ne va pas être une liste limitative, mais je l'ai déjà vue et donc je vous le dis, vue avant, puisque je les relis avant le discours, et ça fait partie du rôle de l'officiant, s'assurer que tout est carré et être un garde-fou. Le listing nominatif des ex de l'un des deux, c'est pas le moment. Et ça peut être extrêmement flatteur peut-être, mais pas pour tout le monde, et certainement pas pour l'autre qui est assis à côté et qui écoute. Il va y avoir également, qu'est-ce que je pourrais avoir ? Les points de dissension qui pourraient sortir, les points de conflit. Oui, on a été en conflit, mais... Non, c'est pas la peine de dire. S'il y a un mais, c'est rester sur l'après. Les discours improvisés. Ah, ça, les discours improvisés. Oui, mais moi, je sais prendre la parole en public, j'ai l'habitude, je sais faire. Mais vous êtes ému. Et il s'est passé plein de choses. Et certaines choses que vous auriez pu dire ont peut-être déjà été dites. Ça, c'est le rôle de l'officiant de vérifier la cohérence. Et d'éviter que vous vous retrouviez à faire... Alors, je suis très content d'être ici. Voilà, félicitations, vive les mariés. Ça me fait plaisir et je voulais vous dire que au début de leur histoire, c'est fichu, là on n'écoute plus le reste. Et oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un discours, c'est ça aussi. C'est ça, et les et les pas une cérémonie laïque en tout cas. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pour un toast, pour le dîner, quelque chose de plus court, mais la cérémonie laïque, on doit avoir quelque chose à dire. Et encore, quelque part, on peut retrouver aussi tout ce que tu nous dis sur les discours du dîner. Oui, bien sûr. Mais un toast, ça peut aller très vite. C'est-à-dire, je vous trouve magnifique, vous êtes les meilleurs et vive les mariés. Ça prend 10 secondes. Et voilà, c'est improvisé, mais c'est un élan de spontanéité. C'est très fréquent dans les cultures aussi méditerranéennes. Ça m'est arrivé, ça, sur une cérémonie. Ces cultures-là participent, ont envie de... Ça m'a dérouté la première fois, ça m'est arrivé depuis plusieurs fois, où les gens, je raconte l'histoire et d'un coup, ils se lèvent. Oui, même que j'étais là et c'était comme ça. Et, oui, effectivement. Ok, très bien. On va l'inclure pour la suite. Mais donc voilà, au moment d'un toast, on peut avoir des gens qui participent aussi. Est-ce que c'est nécessaire de les faire intervenir sur la cérémonie s'ils n'ont rien de particulier à dire de votre mariage? Non. Mais en tout cas, oui, ce qui est important, c'est quand tu parles de la liste des ex-petits amis, ce qu'il y a derrière, c'est on ne sort pas les dossiers. Il ne faut pas oublier que à la cérémonie, au mariage en général, on a parfois le patron, on a parfois la grand-tante. Et on n'a pas envie forcément de partager certaines anecdotes
intimiste. Voilà. C'est ça. C'est globalement, je dis souvent que si on ne fait pas la fête avec sa grand-mère, ou une certaine fête avec sa grand-mère, c'est globalement pour pas que le compte-rendu lui soit fait 3 ans plus tard. C'est vrai. Ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, autant faire la fête avec elle directement. Et puis, il y a des gens, les sensibilités sont différentes. Donc, il y a des choses qui vont passer toutes seules avec le groupe d'amis et qui vont profondément choquer les proches. Et voilà, c'est le rôle de l'officiant aussi de pouvoir dire non, là ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pareil, les discours uniquement, les compilations de blagues sous la ceinture, ça fonctionne pas du tout. Ça n'apporte rien. On peut le faire avec subtilité, on peut amener des choses tout en finesse et dans le sous-entendu. Ceux qui ont envie de comprendre, comprendront. Ceux qui ont envie de passer au-dessus auront la liberté de le faire. C'est important. Parce qu'à la famille, il n'y a pas que les amis proches. Et à partir de ce moment-là, ce qui est possible entre copains n'est pas forcément possible à une cérémonie. Oui, c'est le cas. Et puis, donc, les écueils aussi, c'est les discours et les anecdotes qui se répètent. Donc là, c'est intéressant d'avoir un officiant, quel qu'il soit, pour relire et vérifier que tout le monde ne raconte pas la même chose et que lui-même ne le raconte pas aussi. C'est pour ça que tu relis les discours. Toujours. Je ne sais pas seulement pour ça. Il y a aussi... donc, pour la cohérence, mais aussi pour tous ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train d'écrire. Une anecdote que j'aime bien raconter, c'est une jeune femme qui m'a écrit dans son discours, je cite, « Parce qu'être 2 filles dans une grosse bande de mecs, ça nous a souvent été profitable. » On peut l'entendre de plusieurs manières, et si on peut l'entendre de plusieurs manières, c'est pas très bon. En tout cas, pas la cérémonie. Disons que c'est pas du tout l'idée qu'elle avait envie de faire passer, et du coup, moi, mon rôle, c'est d'avoir l'esprit mal placé aussi, pour pouvoir dire attention, si c'est pas ça que tu voulais dire, il ne faut pas le marquer comme ça, on va trouver autre chose. Parce que là, l'idée, c'était plutôt elles se sentaient en sécurité dans cette grande bande où il y avait plein de garçons, et que si elles avaient envie d'aller en boîte, elles n'étaient pas embêtées globalement par les gens qui étaient autour, puisqu'elles pouvaient juste profiter et s'amuser, par exemple. Ça, et puis les florilèges de blagues sous la ceinture. Les gens ont l'impression d'avoir fait un super discours parce qu'ils sont allés voir sur Internet comment on construisait un discours, et au final, non, c'est pas le cas. Je dirais que l'écueil numéro 1, c'est de ne pas faire confiance à son officiant. S'il vous dit là, ça risque de poser problème, écoutez-le. C'est globalement qu'il a l'expérience, et si jamais c'est un proche, s'il vous dit que ça risque de coincer, c'est peut-être que lui, ça l'a heurté. Si ça l'a heurté lui, ça peut heurter quelqu'un d'autre dans l'assistance. Un officiant, si vous l'avez choisi, faites-lui confiance. Écoute, merci Anaïs. Donc on va regarder vos questions. Avant que je regarde l'ordinateur, on avait Séverine qui nous posait la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe si l'officiant est malade et ne peut pas venir le jour J ? Alors c'est une vaste question. C'est une vraie question en fait, parce que la plupart des officiants travaillent seuls. Alors quand on travaille en duo, en trio ou dans une entreprise avec plusieurs officiants, il doit y avoir moyen de se remplacer. Encore que si c'est moi, en tant que chanteuse, un jour j'ai été à Faune, j'ai appelé une de mes collègues chanteuses, il n'y avait pas de souci. Voilà, mais ça, quand on travaille au sein de la même structure, c'est possible. Encore que si on est sur une date en saison très prise, il est possible que tout le monde soit pris. Donc, il faut déjà que la cérémonie soit prête avant. En ce qui me concerne, je travaille seule, effectivement, mais j'ai un réseau qui me permet de pouvoir faire appel à quelqu'un si c'est nécessaire. Quand on est vraiment très très malade ou quand on se retrouve isolé parce qu'on est dans des circonstances telles qu'aujourd'hui, on le sait suffisamment à l'avance pour pouvoir appeler quelqu'un, s'assurer de sa disponibilité, et transmettre, coacher autour de la cérémonie pour qu'elle se passe comme on aurait voulu qu'elle se passe. Parce que tu l'as rédigée finalement, donc à un moment tu peux transmettre. C'est ça, et puis je peux dire quelle émotion j'ai envie de faire passer, pourquoi est-ce que je dis ça, de quelle manière, etc. Enfin, c'est très poussé, hein. C'est de la mise en scène et c'est du coaching d'acteur, du travail d'acteur. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une liste de 11 noms. D'accord. Et il y a des instructions. Tout le monde dans mes proches sait où est cette liste, avec le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse mail, pour pouvoir contacter ces personnes si je suis moi-même dans l'impossibilité de le faire. Mais globalement, c'est extrêmement rare. Soit on le sait à l'avance, soit même malade, sauf si on nous interdit d'être présents. Dans ces cas-là, il faut prévoir des choses, mais on le sait à l'avance. Le jour J, on est là. Hein. Ça m'est arrivé de faire des cérémonies dans un état j'étais pas très bien, hein, mais je l'ai faite. Et on oublie ça pendant qu'on est en train de célébrer. En général, quand on est prestataire mariage, il faut vraiment qu'on soit à l'article de la mort pour ne pas y aller. Moi, je pense que même le bras en écharpe. Moi, j'ai eu le cas. Je me suis retrouvée avec des antidouleurs pas possibles, mais j'ai été au mariage. C'est la seule fois où j'ai dû me faire remplacer, c'est parce que je suis chanteuse et que j'étais à Faune. Donc là, effectivement, je pouvais venir, mais ça ne servait pas à grand-chose.
Voilà, mais je suis d'accord, en général, les prestataires, c'est rare. Oui, mais c'est important d'y avoir pensé. Oui, mais c'est important d'avoir une solution de repli si nécessaire et de poser la question d'ailleurs à votre officier quand vous le rencontrez, de savoir qu'est-ce qui se passe s'il ne peut pas remplir sa prestation. Oui, on est d'accord. Alors du coup, les petites questions. Tac, 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 tac. Merci beaucoup, ça a totalement changé ma vision de la cérémonie laïque. De rien, Mathilde. Alors, Arnaud qui nous dit « Waouh, merci pour les conseils. On avait acheté un tapis blanc, mais après avoir entendu les arguments, en effet, on ne va pas mettre de tapis. On n'avait pas pensé à tout ça. Bon, bah tant mieux si ça vous apporte. Je peux dire au revoir à mon tapis. J'ai pas envie de m'étaler par terre, Mélanie. Bon, visiblement, le tapis, c'était un point intéressant. Arnaud qui nous met « Nous avions pensé à ne pas indiquer sur le faire-part qu'il y aurait une cérémonie qui se déroulera après la mairie. Qu'en pensez-vous » Alors, ça va dépendre de qui vous invitez. Globalement, si vous avez de nombreuses personnes avec des enfants en bas âge, c'est pas une super idée parce que ces enfants, il faut faire quelque chose. Et si les personnes pensent qu'elles vont être libres d'occuper leurs enfants, de s'occuper d'elles, de les changer, de les nourrir, etc., c'est une chose. Au cours de la cérémonie, ça ne sont plus des choses qui sont possibles, en tout cas pas avec la même liberté. Il va forcément falloir sortir de ce moment et ne pas en profiter. Si vous avez des personnes qui sont censées être disponibles à l'écoute et qui sont juste ravies d'être là, vous pouvez leur faire la surprise. Avoir en tête qu'une surprise, oui, apporte plus d'émotion, mais toujours un risque, parce que quelqu'un peut la prendre différemment. Alors c'est vrai, je te rejoins. Après la mairie, il y a souvent un temps où certaines personnes vont repasser à l'hôtel, pas tous, hein, mais une partie. Or la cérémonie, je te rejoins, on est sur quelque chose, c'est pas le moment le plus important, mais c'est vraiment... c'est une des clés de voûte. Ouais, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est le moment où vous vous dites oui, beaucoup plus que la mairie quelque part. Donc c'est le moment à pas rater. Je pense que s'il y a des personnes qui sont passées à l'hôtel pour se changer ou pour déposer l'enfant chez le babysitter en se disant bah, j'arriverai une demi-heure après le début du cocktail, il peut y avoir des déceptions. Donc il y a un risque. Effectivement. C'est ça, les personnes, en fait, si vous prévoyez, s'il y a un trou dans votre emploi du temps, les personnes peuvent prévoir de faire autre chose, ou même, les personnes âgées peuvent se dire qu'elles seront tranquilles à être ici ou là pour ne pas subir le volume sonore, etc. Et mine de rien, une cérémonie, on fait s'asseoir les gens et on les amène à écouter pendant un certain temps. C'est presque un kidnapping, le tout c'est qu'ils le vivent bien. Du coup, si vous les surprenez et qu'ils ne sont pas prêts à se laisser surprendre, ça peut devenir problématique. L'entre-deux, ça serait de ne pas l'indiquer, mais pour les personnes que vous identifiez comme à risque de ne pas très bien le vivre, ou risquant de s'échapper vers des contrées lointaines, à savoir leur chambre d'hôtel ou une table à langer, prévenez-les pour qu'elles le sachent en leur demandant de garder le secret. C'est peut-être l'entre-deux à trouver. C'est une bonne idée, j'adhère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tellement de bons conseils, on va pouvoir organiser notre cérémonie plus sereinement. Super Séverine, c'est cool. Alors, on va arriver à la toute fin. On a dit des choses, 10h20. Alors, peut-être avant de répondre à vos dernières questions, j'aimerais bien que vous me disiez s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans des prochains lives ou même dans le cadre de courtes vidéos, en fonction des thèmes que vous allez m'indiquer. On va voir comment le traiter au mieux. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer le prochain live. En fait, le prochain live, je vais recevoir Émilie, qui est gérante d'une boutique de mariée. Lily la mariée pour les curieux. Et voilà, et on va parler robe de mariée et pareil, on va s'appuyer sur le vécu. Voilà, comment choisir sa robe de mariée, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des écueils à éviter et on le fera au travers d'un live pour pouvoir répondre à vos questions. Donc ça, ce sera prochainement. Voilà, donc maintenant on va revenir à vos questions plus spécifiques, ce que j'appellerais les cas particuliers. Alors, on avait Laurine qui me demandait comment intégrer et faire participer ses témoins à la cérémonie. Finalement, on en a parlé, c'est un petit peu au début, donc je pense que c'est bon. Pascal qui nous demande... Alors, peut-être s'ajouter sur ce point, parce qu'on va parler de la mise à l'honneur au début. Certains vont vouloir les faire défiler en cortège tout au début, par exemple. Ça peut être une façon de les faire participer ou les faire participer à un rituel. Parce que j'ai évoqué les rubans, par exemple. C'est une façon de faire participer des proches qui peuvent être des témoins ou qui peuvent être d'autres proches. Puis il y a des rituels plus spécifiques où on va participer à 2, à 6, à 8, etc. en fonction des témoins.
on peut les mettre à l'honneur à ce moment-là, par exemple. D'ailleurs, ça m'évoque un souvenir. Je veux bien avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai assisté à un rituel qui était, ça se fait assez souvent, le fait de planter un arbre en fait, et où chaque invité va mettre un peu de terre. Mon souvenir, c'est que justement, les mariés avaient demandé à tous les invités de mettre un peu de terre. Et le défaut, sans doute, c'est que du coup, ça a duré très longtemps. Parce que quand vous avez 100 personnes ou 200 personnes qui mettent un petit peu de terre, du coup, une fois que vous avez mis votre terre quelque part, vous attendez. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus sur le nombre de personnes idéales qui devraient intervenir dans un rituel? Eh bien, ça, encore une fois, j'ai vécu 20 ans en Normandie, ça joue certainement, ça dépend. Sinon, ce serait pas drôle. Par exemple, quand les invités doivent apporter quelque chose, si on prévoit plusieurs endroits où l'apporter, c'est possible. Par exemple, le rituel avec les pierres à réchauffer, qui est dérivé un petit peu du réchauffement des alliances, qui parle de la charge de la pierre. Enfin, il y a plein de choses là-dessus. Donc après, on les récolte. D'accord. Eh bien, on peut prévoir plusieurs récipients et donc ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on a 3 endroits ou 4 où déposer les éléments. Si c'est au sein d'un même endroit, comme planter un arbre, en plus il faut avoir en tête que c'est particulier, c'est salissant la terre. Tout à fait. Donc il faut avoir la possibilité de mettre la terre, mais aussi de pouvoir s'essuyer, etc., de se protéger. Donc ça prend quelques secondes en plus. Et quelques secondes multipliées par le nombre d'invités, ça fait des minutes. C'est ça. Dans ces cas-là, je limiterais, comme pour les rubans, globalement, 10-15 personnes maximum. Il faut que ça ait du sens aussi. Donc si vous voulez un rituel participatif, il faudrait éviter que les personnes aient à passer par un seul endroit. Je pense à l'arbre à empreinte aussi, où on pose ses doigts sur un tampon encreur et on applique pour faire les feuilles d'un arbre. Faites-le plutôt en sortie de cérémonie, ça par exemple. Le chevalet est présent et chaque personne qui va sortir va pouvoir apposer son empreinte et ça va vous donner ce qu'on trouve parfois à la sortie de certaines églises avec la bénédiction des invités ou la salutation aux mariés, on appelle ça aussi comme ça, où ils vont pouvoir faire leur empreinte et puis venir vous féliciter, vous qui attendez à la fin. Et donc plutôt que, les gens attendent, mais c'est la fin par exemple. Il y a plein de façons de faire. Mais je pense que c'est un petit peu comme les jeux dans ce que tu t'écris. En fait, les jeux pour vos animations, pour le dîner, il faut que vous ayez en tête qu'elles doivent être interactives. Oui. Donc finalement, même si vous n'êtes pas en train d'agir, il faut que ce soit agréable à regarder ou joli à regarder. Donc quand tu parles des rubans, on est en plein dedans, c'est joli à regarder, des gens qui mettent des rubans. Si vous êtes juste en train, si les invités, la majorité des invités sont juste en train d'attendre, ça ne fonctionne pas. Et il faut que ce soit pas trop long. Donc en général, je dis allez, une dizaine de minutes pour un jeu. Je sais pas, pour un rituel, c'est peut-être un peu court, 10 minutes. Mais c'est peut-être un peu long surtout. C'est un peu long. Oui, d'accord. C'est plutôt un peu long. Après, ça va dépendre du rituel. Là, j'ai en tête un rituel que je suis en train de construire, d'inventer pour des mariés. Où je suis en train de réfléchir à comment faire pour justement éviter que ce ne soit trop long. Parce qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais ils le sont suffisamment parce qu'ils doivent apporter des choses, mais on doit faire des trucs de ces choses. Je n'ai pas envie d'en dire trop, parce que je voudrais qu'ils aient la surprise et que les gens qui sont invités, si jamais certains d'entre nous me suivent, ne se disent pas « Ah, j'en ai entendu parler au live », ça m'embêterait. Voilà. Non, mais voilà, en tout cas, l'idée importante, c'est interactivité et relativement court. C'est ça. Voilà. Et puis donc, essayer de trouver des astuces pour faire en sorte que ça dure le moins de temps possible. Donc, comme je disais, plusieurs endroits de récolte, ça peut être aussi faire passer des paniers pour mettre les choses dedans. Je pense au rituel de réchauffement des alliances très très couru, pareil, dans les milieux celtes. Je ne connais pas du tout, tu peux nous Oui, bien sûr. Le principe, c'est de tenir les alliances dans ses mains et de les réchauffer, du coup, mais avec ses émotions, avec les souhaits qu'on forme pour les mariés, tous les vœux de bonheur, et donc on les transmet d'une certaine façon aux alliances. Alors on peut faire ça juste avec quelques proches, mais on peut aussi le faire, et ça c'est la tradition écossaise, j'ai un trou, mais c'est par là, c'est toute l'assistance qui doit le faire. Donc là, pour accélérer les choses, on peut les mettre sur un grand fil, mettre 2 témoins, et là les témoins ont aussi un rôle à jouer par exemple, ce sont des aides. Un témoin à chaque bout de ce fil et on le fait passer dans toute l'assistance. Donc les alliances, elles vont glisser le long de ce fil d'un bout à l'autre de la cérémonie et être réchauffées un court instant par tout le monde. Donc en plus, c'est visuel et c'est joli. Et ça évite, et ça c'est important, que les alliances ne soient perdues au cours de ce rituel. Bien vu. Bon, par contre, en pleine épidémie Covid, on va éviter. Hein, non, c'est pas un rituel à faire en ce moment, ça, clairement. Et il y en a quelques-uns. Mais c'est joli, c'est visuel. Je connaissais pas, tu vois. Ok, alors du coup, pour les témoins, c'est bon. Bref, Pascal. Une petite chose aussi. Oui, excuse-moi. On me parle parfois de la signature
des registres, etc. Parce que ça se passe à la mairie, ça se passe aussi à l'église. Mais il est tout à fait possible de créer un document qui n'aura pas de valeur juridique, mais qui sera un souvenir pour vous, où vous et vos témoins et l'officiant auront signé de leurs mains. Et d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent s'intégrer ensuite au livret souvenir que l'officiant fait ou ne fait pas selon. Mais voilà, moi j'aime bien l'intégrer. Tu fais un livret souvenir? Toujours. L'intégralité de la cérémonie, l'intégralité des discours des proches, les vœux des mariés et les photos, bien sûr. Donc je mets tout ça en page et j'ajoute un petit mot, je fais une synopsis. J'avais dit que j'avais eu un petit coup de cœur professionnel. Voilà, j'aime beaucoup le livret. C'est ma manière à moi, quand je pars du mariage, qui est quand même pas un moment très sympa, de me dire, bon, c'est pas tout à fait fini. Il restera quelque chose. C'est ça. Alors, du coup, Pascal nous demande comment devenir officiant de cérémonie. Et Chloé qui nous dit quel est ton parcours. On va peut-être regrouper les deux. Comment devenir officiant? Aujourd'hui, il existe des formations pour devenir officiant qui sont généralement dispensées par des officiants ou des gens qui ont travaillé avec des officiants. Donc la valeur de ces formations, elle est celle que vous accordez à ces professionnels-là. Il n'y a pas de formation officielle. C'est plus un ensemble de compétences à avoir. Et donc comment le devenir? Je ne suis pas persuadée que ce soit quelque chose qu'on puisse faire très jeune. Pour ma part, en tout cas, j'aurais été bien incapable de faire les cérémonies que je fais aujourd'hui il y a 10 ans. Je n'avais pas le même vécu, j'avais probablement pas la même tolérance vis-à-vis de certaines situations. Je me suis beaucoup améliorée et j'espère que ça continuera comme ça. Mais ça demande une bonne part d'empathie et de psychologie. Et la psychologie, elle se forge aussi en fonction des expériences qu'on peut avoir. Donc, comment le devenir? Déjà, ce n'est pas une profession réglementée, donc techniquement et juridiquement, demain, vous pouvez créer votre auto-entreprise et devenir officiant et vous dire tel. Est-ce que vous serez un bon officiant? Ça va dépendre de vous et de vos compétences. Comment le devenir? Travaillez votre plume, travaillez votre empathie, votre psychologie, faites un peu de théâtre pour la voix, la mise en scène. Voilà, dirigez-vous vers ces métiers-là dans un premier temps peut-être pour voir comment tout ça se construit, pour ensuite pouvoir exercer ce métier. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'officiants dont c'est le métier pour essayer d'avoir des techniques. En sachant bien sûr qu'on essaye de s'entraider. Maintenant, chaque officiant a ses particularités. Donc, donner toutes ces particularités, quelque part, ça serait uniformiser totalement la profession. Or, je trouve que c'est bien qu'on soit tous différents parce qu'on parlait du feeling et du ressenti. Si moi je ne matche pas avec certains couples, ça arrive, et dans ces cas-là, généralement, on ne travaille pas ensemble, que ça marche dans un sens et dans l'autre, et bien il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un qui corresponde à ce qu'ils sont et à ce dont ils ont envie. Ça sera forcément quelqu'un de différent de moi, donc c'est bien qu'on n'uniformise pas trop les choses. Et toi, ton parcours, du coup, ça a été quoi? Alors moi j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé par le droit pénal et les sciences criminelles. On me dit souvent que ça n'a rien à voir, c'est pas tout à fait exact. Alors oui, je courais après les méchants et j'étais spécialisée en droit de la peine et en prévention de la récidive. J'ai pondu un mémoire qui sert encore aujourd'hui dans la Marne pour essayer de faire en sorte que les gens qui ont été pris ne recommencent pas, quel que soit ce qu'ils aient commis. Mais il y a un point commun qui est l'écoute. Il faut comprendre la situation dans laquelle on a mis les pieds et ce sont des personnes avec un ressenti, en l'occurrence des souffrances, qu'il faut prendre en compte. Là, ce ne sont pas des souffrances que je dois prendre en compte, mais c'est quand même une histoire et des personnes et dans leur globalité, dans leur parcours de vie. Donc il y a quand même des constantes. J'ai changé de voie parce que c'est un milieu extrêmement difficile et que... Je viens de croire. Je me sais assez sensible et je me suis dit que qu'est-ce qu'il adviendrait de moi dans une dizaine d'années quand j'aurais continué de m'en prendre plein la tronche plusieurs fois par jour et on voit le pire de l'humanité dans ces circonstances. Est-ce que je suis capable d'encaisser ça ou est-ce que je risque de me cracher complètement au niveau personnel? Alors je m'éclaterais peut-être au niveau pro, mais est-ce que ça me suffit? Et non, ça ne me suffit pas. Donc j'ai choisi de changer de voie et je ne savais pas où j'allais aller encore à ce moment-là. Alors je me suis reconvertie, j'ai fait ce qu'on appelle de la gestion d'intérêts contradictoires, la pré-gestion de conflits. D'accord. Quand on m'appelait trop tard, c'était de la gestion de conflits. C'était déjà tapé dessus, il fallait éviter qu'il recommence, globalement. Mais c'est de la gestion, c'est de la négociation non financière. Les personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts doivent souvent travailler ensemble. Et j'ai travaillé comme ça pour le ministère de l'Intérieur, pour Nespresso, pour Hertz. J'ai fini à la tête d'un service consommateur. Travailler entre différentes personnes. Et là encore,
Il faut écouter quelle est la vraie demande derrière celle qui est posée, parce que souvent, ce n'est pas la première qui vient. Et accorder les sensibilités, les besoins et les contraintes de chacun, puis les envies aussi, pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. À côté de ça, du théâtre, j'en fais depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait bien plus de 20 ans maintenant. Je compte jamais les années exactes, je m'en sors pas, ça change tous les ans. J'écris depuis plus longtemps encore, hein. J'ai des carnets de vie, je peux retracer quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi. C'est plus de la phonétique et des dessins, mais je peux quand même retracer ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et donc je m'exerce depuis ce temps-là aussi, que ce soit en prose, en vers, enfin peu importe, à raconter des histoires. Et du coup, d'une certaine façon, j'ai toujours fait ça. Et puis le jour où la reconversion, parce que j'étais pas là où je voulais être. Je faisais des choses, mais j'étais pas à ma place. Le jour où la question s'est posée et que je me suis aperçue que c'était des choses que je faisais déjà et que j'avais déjà toutes les compétences, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je pourrais en faire mon métier. Et le jour où j'ai dit ça, toutes les portes sont ouvertes d'un coup. J'ai été invitée par le salon du mariage. J'ai 3 copines qui se sont mariées qui m'ont dit, au fait, on sait que tu fais des cérémonies, est-ce que tu veux en faire ? Ben, oui. Et donc j'ai testé des nouvelles choses d'un point de vue professionnel, parce que c'est pas la même chose d'aller faire pour ses proches comme ça et de décider d'en faire son métier. Donc je leur ai dit ok, je veux bien, mais alors à condition que vous soyez mes crash testeuses. Voilà, avec certaines sécurités bien entendu, mais voilà, j'ai construit cette entreprise-là et je suis devenue officiante de cette façon-là. Et le jour où j'ai célébré ma toute première cérémonie, où je m'étais dit que j'allais faire ce métier, mon Dieu, mais quel pied! Je sais même pas comment décrire cette sensation si particulière de savoir qu'on est à sa place dans ce monde. Je vois parfaitement. C'est tellement étrange de sentir... Vous voyez ce moment où il y a des nuages partout et le soleil dont un rayon descend sur Terre. On a l'impression d'un coup d'avoir été éclairé. On lui a dit, c'est bon, ça y est, tu as trouvé. Ah! Mais le bonheur, c'est ce pourquoi on est fait. Merci Anaïs. Super. Avec plaisir. Alors, je vais regarder s'il y a encore des petites questions. J'ai plus de batterie, alors ça me va pas du tout. Les joies du live. Alors, attendez. J'avais pas prévu ça du tout. Ok. Alors, c'est pas grave, je regarde si j'ai d'autres petites questions. Eh ben non. J'ai mon mari. L'assistant technique. J'ai fait mon assistant technique. Merci mon cœur. Donc, merci. On va reprendre. Donc, je vais regarder où est-ce qu'on en était. Merci pour vos conseils. Super. Merci beaucoup pour le live, c'est top. Anaïs exerce à quel endroit? Tu interviens sur quelle zone? Moi, j'interviens partout dans le monde. D'accord. J'ai 2 limites. Je ne travaille pas sous l'eau. Parce qu'avec un détendeur dans la bouche, c'est chaud à l'articulation. Et dans l'espace. Le travail préparatoire étant beaucoup trop important, et je pense ne pas remplacer. Donc ça veut dire que si on t'appelle pour venir à Guadeloupe, bien sûr, il y aura des frais de déplacement. Exactement. Parce qu'on va devoir te déplacer, mais tu viendras. C'est ça, tout à fait. Je me déplace partout. La limite, comme je le disais, je ne fais pas les cérémonies bilingues. Donc si vous voulez que j'intervienne en français, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que j'intervienne dans une autre langue, ça va être plus compliqué. Ce qui ne m'empêche pas de dire quelques mots en anglais, en mandarin, d'accueil et d'explication autour de la cérémonie. Cela dit, ce n'est pas un gros écueil aussi, le fait de ne pas traduire systématiquement. Quand on a des personnes moitié-moitié, c'est important que tout le monde entende. Quand on a quelques personnes qui ne parlent pas français, globalement, l'amour et les émotions, ça n'a absolument pas besoin de traduction. On les ressent. Je me souviens d'une Finlandaise qui était venue me voir après une cérémonie, qui m'a dit, en anglais, parce que je ne parle pas le finnois, elle m'a dit, j'ai rien compris, mais alors j'ai ri, j'ai pleuré, c'était formidable. J'ai dit, c'est parfait, vous avez tout compris. De l'intérêt aussi des rituels, parce que du coup, il y a quelque chose au niveau visuel finalement qui se passe. Tout à fait. Et donc oui, Tu es basée sur quelle région? Alors moi, je suis basée dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Et je me déplace systématiquement, gratuitement, dans un rayon de 100 km. Parce qu'il laisse un peu de marge. Et après, c'est des frais de déplacement. Mais les frais de déplacement, il faut avoir en tête aussi que les officiants ne gagnent pas d'argent dessus. C'est ce que ça nous coûte. Il faut avoir en tête aussi qu'on paye des taxes sur ce que ça nous coûte. Donc ça vous coûte un peu plus cher que vous quand vous vous déplacez. Mais ça ne va pas chercher très très loin. Et par Zoom, tu fais des entretiens par visio? Alors assez peu et le moins possible. Parce que quand je rencontre le couple, je vais capter des choses qu'ils ne vont pas me dire. Je parlais tout à l'heure de mon passif. Je suis aussi formée au profiling.
Et donc, je ne savais pas, mais là, ça va venir. J'espère que j'ai passé le test. Okay. On en fait tous du profilage. Quand on rencontre quelqu'un, on se demande si cette personne, on va lui faire confiance, c'est quelqu'un de sympa, j'accroche pas. C'est du profil. C'est du profil. Juste quand on est formé, on a 2-3 techniques et des choses à repérer pour dresser, en fait, globalement, dans quelle catégorie préétablie se trouve cette personne. C'est intéressant par rapport à un couple parce qu'on va voir quelles sont les interactions entre les profils. Et du coup, ça va nous dire des choses de leur fonctionnement ensemble qui ne vont pas forcément transparaître dans leur écrit et dans leurs mots, mais dans leur attitude. Oui, c'est une grille de lecture, en fait. Et ça, clairement, j'en perds à peu près 80% avec la visio. Il y a 2 écrans, le mien et le leur. D'accord. Il y a des choses qui passent moins. Mais c'est mieux que le téléphone. Oui, mais j'ai besoin de les voir en vrai. À un moment donné, on peut faire un rendez-vous en visio, mais à un moment donné, il faudra que je les voie. Je suis d'accord. Mais sinon, oui, je peux faire des rendez-vous en visio. Je suis d'accord. J'ai aussi de la famille un peu partout en France. Ça me donne des prétextes pour aller les voir. Bon, donc vous avez compris, si vous vous mariez à Tahiti, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle sera ravie de venir sur votre cérémonie. Bon, bah super. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bonsoir, j'ai pris en cours de route, je regarderai le début demain. Merci pour ce live. C'est top, bonne fin de journée. Merci Elodie. Merci beaucoup. Malika, on va tous te vouloir pour notre cérémonie, mais vous avez raison et ça me fera très plaisir. Faites attention aux disponibilités quand même. Mais j'ai plein de consoeurs et plein de confrères qui font très bien leur métier avec beaucoup de cœur aussi. Bon, en tout cas, voilà, donc du coup, on arrive à la fin de ce premier live. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris plein de choses, répondu à vos questions. Je précise qu'évidemment, on va publier le replay. On va le publier sur... alors toi, Anaïs, tu vas le repartager sur ta page. Moi, je vais le publier sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Je pense même que je vais le redécouper en sous-parties parce qu'on est resté 2h30 ensemble. Ah oui, merci à ceux qui ont tenu. Mais c'est vrai qu'on a dit plein de choses. Donc, on va le reposter. Vous pouvez mettre au fur et à mesure vos commentaires. On essaiera d'y répondre même en décalage. Donc, n'hésitez pas. Et puis en tout cas si tous ces conseils vous ont aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à suivre Anaïs. Je vais préciser dans la description du live, je vais remettre sa page, donc si vous êtes curieux et impatient, c'est La Plume Cérémonie Laïque. Petite information, je suis donc conteuse, c'est mon métier, officiante oui, mais je partage aussi quand je le peux des contes, des légendes autour de l'amour et du mariage qui viennent un peu partout dans le monde. Alors je les écris à ma plume, mais j'aime bien les partager, ça peut être source d'inspiration pour un thème, pour un mariage. C'est sur ta page La Plume? Tout à fait. Voilà, c'est puis. Et puis évidemment, Wedding by Glam, alors allez-y parce qu'on vient juste de créer les comptes et partir de zéro, c'est pas évident et c'est vrai que pour l'instant on rencontre un super accueil et ça fait plaisir de vous aider et donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître notre action, à partager et dites-nous s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans des prochains lives. Voilà, c'était le mot de la fin. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on se quitte ? Eh bien, profitez bien, essayez de vivre des préparatifs aussi aventureux que possible, pas forcément sereins, mais de les vivre pleinement dans toutes leurs modalités. Et amusez-vous et projetez des choses heureuses. On en a tous besoin en ce moment, et vous aussi. Merci beaucoup Anaïs. Allez, à très bientôt et on se retrouve le mois prochain pour un live sur les robes de mariée. À très vite.